Alors, bonjour à toutes et à tous en présence comme à distance. Selon la formule consacrée, je suis Sébastien Piotti, co-commissaire avec Marie-Laure Bernon et Marie Ballarini du cycle relatif aux expositions en ligne. C'est déjà la troisième rencontre et je suis ravi de la modérer ce soir. Cette dernière est consacrée donc au public des expositions en ligne, univers culturel et registre de réception. J'aurai le plaisir d'y revenir quand je présenterai les intervenants du jour. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je pense notamment en ligne, la Métis est une association de valorisation de la recherche en muséologie, dont la mission est entre autres d'être un lieu de rencontre entre les professionnels, les étudiants et les chercheurs du secteur muséal. Dit autrement, elle a pour but de constituer un pont et des liens afin de faciliter la circulation des savoirs. Au-delà de l'organisation publie régulièrement sur son site web des ressources en lien avec les thématiques des rencontres, mais également en lien avec l'actualité du secteur muséal. Vous pourrez notamment retrouver les captations et les comptes rendus détaillés de ce cycle, mais aussi des autres, sur notre site web métis-lab.com. Enfin, dernier mot promotionnel et après je passe à la rencontre. N'hésitez pas à suivre Métis sur ses différents réseaux sociaux, divers et variés, LinkedIn, Instagram, Facebook, et également la chaîne YouTube. Également, vous précisez qu'il est possible d'adhérer à l'association à tarif libre, dans un lien qui a priori sera mis dans le chat. Enfin, un dernier mot concernant la BNF, que nous remercions pour son soutien et son accueil chaleureux. Concernant les personnes à distance, je vous informe que vous pourrez poser vos questions. Alors, vos questions pendant les interventions de nos communicants, avec un espace discussion qui sera mis à la fin donc des 3 interventions. Donc voilà pour du coup la partie des questions que nous relèverons et que nous transmettrons au fur et à mesure à nos intervenants. Le 22 février dernier s'est tenue donc la deuxième séance des rencontres muséaux consacrée aux pratiques professionnelles et de coopération autour des expositions en ligne, et dont vous retrouverez un compte-rendu des 3 interventions de la soirée et de la captation de la rencontre sur donc la page YouTube et le site web de Métis. La conférence de ce soir donc, est consacrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, au public des expositions en ligne. Nous avons fait le constat effectivement que les enquêtes de public sont monnaie courante actuellement dans la grande majorité des établissements culturels et muséaux. Et les méthodes, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, pour questionner ces publics, largement établies. Pour autant, face au public numérique et usagers d'outils de médiation à distance, des problématiques telles que l'établissement de leur profil ou de leur expérience de visite et de leur satisfaction est beaucoup plus difficile, a priori, à déterminer. D'où quelques questions qui se posent à ce sujet. Quelles méthodologies d'enquête peuvent être mises en place pour déterminer quels sont ces publics ? Nos intervenants reviendront sur leurs expériences, notamment de collecte et de prise de recul par rapport au, on va dire, défrichage et enquête de terrain qui ont pu être menées. Je présente désormais mes intervenants avec quelques mots pour chacun et chacune d'entre eux. Jasmina Stevanovic, vous êtes sociologue au laboratoire CERLIS, chargée d'études également au DEPS-DOC, donc département des études de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture. Vos recherches portent sur les pratiques de visite dans le champ patrimonial et l'impact de la médiation culturelle sur les publics. Vous avez également mené de nombreuses enquêtes, à la fois quantitatives et qualitatives, auprès de publics de musées et d'activités culturelles. Vous travaillez également sur des questions relatives aux cultures professionnelles et à la question du genre, ainsi que sur l'image de la vidéo dans la pratique d'enquête. Marie-Laure Bernon, donc, qui est juste là, est docteur en sociologie et actuellement en postdoctorat à la BNF, donc à domicile, sur les publics des expositions en ligne, et vous êtes chercheur affilié au laboratoire CEDET de l'Université d'Orléans. L'orientation socio-anthropologique de vos travaux porte sur les représentations sociales comme outil de légitimation des pratiques et de position sociale. Vos travaux, d'abord orientés sur les modes de légitimation de formes syncrétiques de croyances para-religieuses et de savoirs para-scientifiques, se sont par la suite centrés sur l'utilité sociale de la notion consensuelle de culture. Votre thèse, dont vous aurez logiquement un lien en ligne, met notamment en évidence des représentations et des pratiques socialement différenciées selon la position occupée dans la production
à la fois des acteurs culturels, socioculturels, mais aussi politiques. Recherche récente, conception des dispositifs de médiation culturelle en régime numérique. Enfin, notre troisième intervenant est assistant principal de conservation du patrimoine, mais également architecte, historien et archéologue de formation. Après une première expérience professionnelle dans le département de l'Ardèche, vous avez rejoint en 2004 le musée de préhistoire d'Île-de-France à Nemours, dans lequel vous concevez et animez encore aujourd'hui des dispositifs de médiation. Depuis 2017, vous êtes chargé de développer les outils numériques du musée, tant pour son parcours permanent que pour ses expositions temporaires. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est que lors du confinement du printemps 2020, vous avez élaboré, entre autres, un dispositif de médiation à distance qui a permis au musée de préhistoire d'Île-de-France de proposer une offre culturelle attractive tout au long de la crise sanitaire, tout en le dotant d'une offre alternative à la visite pérenne. Cette initiative a été relatée dans le numéro 194 de la lettre de l'OCIM, dont vous aurez également le lien en ligne. Je passe tout de suite la parole à Jasmina Stevanovic pour sa présentation. Bien, merci de votre invitation. Donc, voilà, je vous propose de présenter finalement quelques résultats d'une étude qu'on a réalisée durant le premier confinement sur les internautes qui avaient donc consulté des contenus à caractère patrimoniaux. Donc, je vous rappelle évidemment quelques mots le contexte, même si vous devez le connaître par cœur. Donc, une crise sanitaire donc, au printemps 2020 liée au Covid-19, une fermeture totale des établissements, mais j'oublie déjà de passer la slide. Donc, une fermeture totale des établissements patrimoniaux et donc l'idée de mettre à disposition en ligne des contenus donc, par ces mêmes établissements. Il s'en est ensuivi une hausse de la fréquentation des sites Internet. Alors, ce n'est pas nécessairement vrai pour tous les établissements, mais vous avez sûrement lu, comme moi, dans la presse, des envolées de connexions, notamment au Louvre, pour consulter ces contenus. Et donc, c'est ce qui nous a incité, ma collègue Joséphine Deselus et moi-même, à cette époque, de nous engager donc, dans une enquête quantitative en ligne qui était adressée principalement à ces personnes identifiées comme ayant consulté des contenus de ces établissements culturels. Alors, notre démarche, finalement, elle consistait principalement à nous demander donc, quels usages et quelles réceptions faisaient les publics de ces contenus. Et on souhaitait également essayer d'identifier de manière la plus fine possible les profils de ces publics internautes, tout en essayant de comprendre les motivations qui les avaient conduits à chercher en ligne des contenus patrimoniaux. Alors, nous leur avons bien sûr demandé quelles activités ils avaient pratiquées en ligne, quelle satisfaction ils avaient retiré des contenus consultés, mais aussi s'il leur était arrivé de contribuer à ces contenus et si oui, de quelle manière. Et en plus de recueillir finalement les données habituelles liées au sexe, à l'âge, au diplôme et à la profession, eh bien, on a introduit des questionnements autour des conditions de confinement, en partant de l'hypothèse que ces conditions pouvaient être structurantes de la fréquentation de ces sites Internet. Alors, quelle méthodologie? Eh bien, une question déjà qualifiante. Donc, après, on a donc créé ce questionnaire durant ce même confinement, puisque nous aussi, nous étions confinés. On a eu finalement assez peu de temps pour réagir et pour mettre en place cette étude. Et l'objectif d'étudier ces pratiques impliquait finalement de relever le défi de trouver des personnes qui avaient consulté ces contenus. Donc, on a diffusé le questionnaire via des établissements avec lesquels on collabore chaque année pour la mise en place de notre enquête à l'écoute des visiteurs. Ça veut dire une 60aine d'établissements à qui nous avons demandé de relayer l'enquête sur leur site Internet ou sur leurs réseaux sociaux. Donc, via des lettres d'information, des tweets, des pages Facebook, etc. Alors, tous les établissements ne l'ont pas fait, mais on a des grands opérateurs qui ont joué le jeu, comme Versailles et Orsay, ce qui nous a permis finalement de recueillir pas mal de questionnaires. Et puis aussi, on avait une autre méthodologie pour essayer de trouver le maximum de gens, finalement, c'était que on a proposé cette enquête à des visiteurs qui avaient déjà formulé
leur consentement finalement à être enquêtés, notamment dans notre enquête à l'écoute des visiteurs qui existe maintenant depuis 10 ans et qui se passe in situ en fait, dans les établissements. Et bien, à chaque fois, on recueille des fichiers d'adresse mail avec des personnes donc, qui consentent à être réenquêtées ultérieurement. Donc, on était bien conscient de toute façon au moment où on a lancé l'enquête que ce mode de diffusion pouvait impliquer, ce que ça pouvait impliquer sur le profil des répondants, qui n'est absolument pas représentatif finalement de quoi que ce soit, ni de la population française, ni d'une population qui aurait consulté des contenus en ligne durant cette période. Mais comme je vous le disais, il faut rappeler le contexte de cette enquête. Ça a été mis en place vraiment rapidement. Ça se donnait pour objectif de privilégier un mode de diffusion durant la période de confinement. Ça veut dire qu'en fait, on n'avait que simplement une dizaine de jours pour la circulation de cette enquête. Alors, le questionnaire a été diffusé en ligne du 23 avril finalement au 30 mai 2020. Et on va dire que l'enquête elle a couvert 2 périodes distinctes. Donc, la première qui correspondait à un confinement strict et la seconde période du 12 mai au 30 mai qui correspondait à une période où le confinement était plus ou moins levé selon la localisation des départements. Alors, sur la stricte période du confinement, on avait collecté un peu plus de 1000 questionnaires en 10 jours. Et comme on a laissé un petit peu courir l'enquête jusqu'à fin mai, finalement, eh bien, on a conservé 1601 questionnaires qui avaient donc répondu oui à la question qualifiante, ce qui était donc d'avoir consulté des contenus en ligne. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens voulaient répondre à l'enquête alors qu'ils n'avaient pas consulté de contenu, donc on les a écartés in fine. Alors, profil des répondants, plusieurs études l'ont montré, le temps du confinement était propice pour investir plus intensément des domaines d'intérêt qui existaient déjà dans le quotidien des Français. Et donc, finalement, il nous semble assez logique de vérifier que les internautes qui ont connu notre enquête avaient déjà, avant le confinement, une certaine appétence pour les contenus culturels en lien avec le patrimoine. Et donc ça, on l'a totalement vérifié, puisque on va remarquer que les profils des répondants qui ont répondu donc, à notre enquête sont largement similaires au public rencontré in situ lors des enquêtes qu'on mène dans les établissements. Et même plus, on va observer même une sorte de renforcement de ces profils. Et donc, de manière encore plus prononcée qu'au cours de nos enquêtes qu'on fait in situ dans les musées et monuments, le public internaute est majoritairement féminin, donc 73% de femmes contre 27% d'hommes. On va voir quand même qu'il y a des petites nuances. Quand on tire des sous-populations, on va voir que ça s'amenuise si on exclut des répondants les personnes qui travaillent ou qui ne travaillent pas dans le secteur culturel. On va voir aussi que c'est quelque chose qui s'estompe si on est à des niveaux du bac ou des niveaux moins du bac. Et puis, on va voir aussi une autre caractéristique habituelle de ce qu'on rencontre dans les musées, c'est que le niveau des diplômes est particulièrement élevé si on le ramène à la population française. Donc là encore, les répondants de notre enquête, en termes de diplôme, on avait donc 77% de répondants qui avaient un diplôme supérieur à Bac+2. Rapporté à la population française, on est à près du double. Et puis, en plus, nous, notre propre échantillon, une majorité d'entre eux possédaient un diplôme de Bac+5, soit un public vraiment très, très diplômé. Alors, pour compléter ce profil, nous avions demandé si les répondants avaient déjà, donc je vous le disais, travaillé dans le secteur culturel, parce qu'on pouvait faire l'hypothèse d'un intérêt pour ces sites Internet guidés par des motivations professionnelles, et c'est le cas dans nos répondants. On a une majorité de répondants qui travaillent ou qui avaient travaillé dans le secteur culturel. Alors sinon, donc, sur la catégorie socio-professionnelle, même si j'attire l'attention sur le fait qu'on avait un taux de réponse assez faible, puisqu'on n'est qu'à 65%, on obtient quand même des résultats très cohérents. Sans surprise, étant donné le niveau de diplôme, une large majorité des répondants, 67%, se situent dans la catégorie des cadres et professions intermédiaires supérieures. 20 points de plus finalement que notre enquête à l'écoute des visiteurs qu'on avait réalisée en 2019. Voilà. Alors, en termes d'habitude de visite, on va voir que le capital de familiarité, sans surprise, est également extrêmement élevé. Donc, concernant le capital de familiarité fort à très fort, il s'élève à 73%, alors que dans notre enquête in situ à l'écoute des visiteurs, c'est 58%. Donc, on est déjà à 15 points de différence. Donc, ça renforce encore cette idée de renforcement des profils internautes.
Et si on établit le lien donc, entre les catégories d'âge et le capital de familiarité, eh bien, on va observer une surreprésentation des 25-59 ans parmi les répondants qui ont un fort, voire très fort capital de familiarité. Et à l'inverse, plus on vieillit et plus on est surreprésenté dans les faibles à très faibles capitaux de familiarité. Alors, est-ce qu'il faudrait y voir des politiques de démocratisation qui existent depuis 30 ans? Ben, c'est possible, mais il faut être prudent parce que c'est aussi dans ces catégories d'âge, des 25-59 ans, qu'on a trouvé le plus de gens qui travaillaient dans le secteur culturel. Alors, si on a 96% des répondants qui affirmaient avoir visité au moins un monument au cours des 12 derniers mois précédant le confinement, donc c'est un chiffre très élevé si on se réfère à notre enquête Crédoc qui a lieu donc auprès d'un échantillon représentatif de la population française. Dans notre enquête Crédoc, on avait 64% de Français qui affirmaient avoir visité un monument au cours des 12 derniers mois. Donc là, vous voyez, on est à 30 points, plus de 30 points d'écart. Et concernant les musées, ce sont plus de 97% qui affirmaient avoir visité un musée donc au cours de l'année précédant le confinement, alors que dans notre enquête Crédoc, on est seulement à 41%. Donc là, vous voyez aussi un écart extrêmement prononcé. Alors, on observe également que beaucoup de répondants familiers du domaine des archives, c'est vrai que j'ai oublié de préciser qu'en fait, nos collègues des archives avaient relayé notre enquête sur leur réseau, donc c'est ce qui explique évidemment une forte représentativité de leur présence dans notre échantillon. Alors, pratiques en ligne avant en pré-confinement. Donc, concernant les pratiques en ligne avant le confinement, on va remarquer que la fréquentation en ligne des sites à caractère patrimoniaux est également un trait commun que partagent nos répondants. Et il existe un lien de corrélation très fort entre le fait d'avoir un très fort capital de familiarité au patrimoine et le fait de suivre ces mêmes patrimoines sur les réseaux sociaux. On a donc 93% de répondants qui déclarent avoir consulté avant le confinement des sites internet de musées, de monuments, de services d'archives ou autres lieux de patrimoine. Un score qui chute de 8 points si on s'intéresse aux diplômés du bac ou moins du bac. On a ensuite 74% d'entre eux qui avaient déjà consulté une newsletter d'un musée, un monument ou un service d'archives ou autre lieu de patrimoine. Un score qui chute de 5 points quand on s'intéresse aux diplômés du bac. 43% d'entre eux avaient déjà posté avant le confinement des contenus ou des commentaires en lien avec musées, monuments, etc. Un score qui chute de 15 points si on s'intéresse aux diplômés du bac et moins du bac. 19% avaient déjà contribué à des blogs et à des forums, un score qui chute de 4 points pour les diplômés du bac et moins du bac. Et on a 72,5% qui affirment suivre sur les réseaux sociaux un compte appartenant à un musée, un chiffre qui est beaucoup plus bas si on regarde la population des bacs et moins du bac qui sont à 56%. Et voilà, donc on le voit, un intérêt déjà très marqué pour les contenus numériques des établissements qui préexistent au confinement. On peut néanmoins pondérer légèrement ce résultat parce qu'il y a aussi un lien de corrélation très fort entre le fait d'avoir déjà consulté des sites à caractère patrimoniaux et le fait d'avoir travaillé ou non dans la culture. Ainsi, donc, les personnes qui travaillent ou qui ont travaillé dans la culture sont surreprésentées parmi celles qui ont consulté avant le confinement des sites Internet. Et donc, dans cette même logique, finalement, les personnes qui travaillent dans la culture sont aussi surreprésentées parmi les répondants qui relayent des contenus en lien avec les lieux de patrimoine. Alors, quels ont été les usages pratiqués durant cette période de confinement, alors que l'offre en ligne, finalement, était devenue la seule accessible durant ces périodes inédites? Alors, parmi les 12 propositions d'activités en ligne listées dans notre questionnaire, eh bien, les 5 premières affichées à l'écran témoignent de taux de pratique particulièrement importants auprès de notre population, puisqu'on a près de 7 internautes sur 10 qui déclarent les avoir pratiquées au moins une fois. Donc, ces activités, vous le voyez, concernent une variété de contenus. Ça va de la consultation des informations pratiques à la réalisation d'une visite virtuelle, en passant par le visionnage de vidéos, la consultation de newsletters et de réseaux sociaux. Et donc, si le fait de consulter des informations pratiques qui donc arrivent en tête, eh bien la consultation en fait, des contenus culturels est assez publicitée en fait, au sein de notre échantillon, donc notamment via les formats de la vidéo et des visites virtuelles. Donc, les 4 dernières activités qui concernent des usages plus participatifs, comme participer à un jeu, à un concours ou publier des contenus, et puis les contenus plus éducatifs, comme consulter des contenus pour les enfants ou suivre un MOOC,
Eh bien, si elles semblent avoir été moins pratiquées par les internautes, eh bien, elles ont quand même concerné 3 répondants sur 10 environ. Alors, pour caractériser davantage ces contenus, les répondants pouvaient préciser les thématiques des ressources qu'ils ont consultées pendant ce confinement. Et on voit que les plus prisées sont celles qui vont relever des catégories des beaux-arts, donc 67%, puis de l'histoire et l'archéologie, donc 65%. Mais ça va varier finalement aussi avec les activités qui sont pratiquées. Donc, on va voir que les thèmes qui relèvent de l'art, donc les beaux-arts, art moderne et contemporain, vont ressortir chez les utilisateurs de visites virtuelles, tandis que le thème de l'architecture, des arts décoratifs vont être plus présents chez des personnes qui ont regardé des vidéos ou consulté des commentaires d'œuvres. Et la photographie a été le plus souvent consultée chez des utilisateurs de réseaux sociaux, tandis que celui des sciences et techniques chez les personnes ayant consulté des contenus jeunes publics. Alors, comme lors de nos visites, de nos enquêtes in situ, le principal apport identifié par les enquêtés relève du registre cognitif. Donc, on a 81% des répondants qui estiment que les contenus consultés leur ont permis de se cultiver. Et par ailleurs, comme c'est souvent le cas dans le champ patrimonial, c'est le caractère fiable et sérieux des contenus proposés qui constitue l'attrait principal pour les ressources proposées. Donc là, c'est près de 70% des répondants qui l'affirment. Donc c'est un résultat qui nous paraissait vraiment très intéressant dans la mesure où il témoigne donc d'un fort rapport de confiance établi entre les institutions patrimoniales et les visiteurs dans une période finalement où la fiabilité des informations et des sources, notamment sur Internet, faisait l'objet de nombreux débats. Alors ensuite, c'est le caractère inédit des contenus qui a été choisi par 53% des répondants et la qualité technique et esthétique choisie par 50% des répondants qui sont mis en avant par les internautes, en particulier par ceux qui ont réalisé une visite virtuelle, écouté un podcast ou visionné des vidéos. Alors, assez logiquement, donc pour les personnes en recherche de contenu pédagogique, eh bien, elles sont surreprésentées chez les utilisateurs de contenu jeune public et les dimensions ludiques et participatives largement mises en avant par les médias, donc vous savez, dans les relais des offres en ligne, sont citées respectivement par 25 et 11% des répondants et davantage surreprésentées chez les 25-39 ans. Alors, si ces activités ont été majoritairement pratiquées de manière solitaire par nos enquêtés, donc c'est 91% qui affirment avoir consulté seuls ces contenus, on va voir que certaines activités ont pu être réalisées à plusieurs, dans des configurations, évidemment, où les internautes étaient confinés, soit en couple. Voilà, donc voilà, il y avait aussi finalement une surreprésentation des visites faites à plusieurs, notamment sur les visites virtuelles. Et donc, on s'était émis l'hypothèse que la sociabilité dans son format en ligne. Alors, un petit constat pour les contenus choisis. On va voir que finalement, c'est l'âge des répondants qui est très structurant dans les choix des usages en ligne en lien avec les patrimoines. On a d'un côté des répondants âgés de 60 ans et plus qui déclarent plus souvent des activités liées à la consultation de contenu culturel, et de l'autre, des internautes plus jeunes qui déclarent des usages davantage tournés vers les réseaux sociaux numériques et des activités dites participatives. Et donc, c'est un résultat à mettre en relation, notamment avec les équipements utilisés par les internautes pendant le confinement pour accéder à Internet. Donc, les personnes âgées de plus de 70 ans étaient moins équipées de smartphones que les autres répondants et évidemment beaucoup moins que les 25-39 ans. On était 63% versus 92% pour les plus jeunes. Alors, par ailleurs, si on regarde quels usages ils déclarent avoir habituellement en ligne, en lien avec des contenus patrimoniaux, on a la grande majorité des 70 ans et plus qui avaient déjà donc, ces pratiques en ligne, et donc de l'ordre de la consultation de sites Internet et de newsletters. Et à l'inverse, 60% des personnes de cette tranche d'âge se disent totalement inactives sur les réseaux sociaux, contre 34% pour les 25-39 ans. Au-delà de l'âge, en fait, l'activité sur les réseaux sociaux en lien avec les patrimoines est d'abord le fait des titulaires des niveaux de diplôme les plus élevés, donc ceux qui sont titulaires d'un bac plus 5 et plus. Donc oui, je disais
4% d'entre eux ont publié des contenus sur les réseaux sociaux numériques contre 13% des titulaires d'un diplôme niveau bac. Et c'est aussi davantage le fait des personnes qui travaillent dans le secteur culturel, qui étaient 39% à participer à des jeux concours contre 25% des autres actifs. Alors même si on constate une correspondance donc, entre les pratiques en ligne ordinaires et celles pratiquées pendant le confinement par les enquêtés, eh bien, cette période exceptionnelle a aussi donné lieu à l'expérimentation de nouvelles activités en ce qui concerne les formats de la vidéo et des visites virtuelles. Et c'est chez les personnes qui n'ont aucune activité en ligne en lien avec les patrimoines habituellement, donc ils sont 65% à déclarer avoir réalisé au moins une visite virtuelle et 64% à avoir visionné des vidéos. Alors justement, faisons un focus sur la visite virtuelle, déjà aussi pour vous dire que dans le même temps, en fait, nos collègues du pôle socialisation et participation culturelle, et notamment Anne Jonchery et Philippe Lombardo, avaient donc réalisé une enquête via le CREDOC justement sur les pratiques en amateur, les pratiques culturelles en amateur donc durant le confinement. Eh bien, ils avaient aussi fait un focus sur les publics des visites virtuelles qui concernaient 12% en fait des répondants. Et là, c'est à l'échelle de la population française. Et ils avaient finalement constaté la même chose que nous, c'est-à-dire qu'il y avait une hausse chez les seniors de ces visites virtuelles, donc 16% contre 10% en 2018. Une hausse aussi chez les ouvriers et les employés. Chez les personnes ce sont les personnes seules qui ont le plus souvent consulté, ce que nous aussi on a pu remarquer, et que les Parisiens étaient très mobilisés, donc 24% versus 16% en 2018. Alors là, vu que nous aussi, notre public était majoritairement parisien, voire Île-de-France, on converge sur ces mêmes résultats. Donc, je le disais, cette visite virtuelle, quand elle a concerné 74% de notre échantillon, et elle semble pratiquée donc, par des personnes qui ne déclarent pas toujours des pratiques en ligne importantes avant le confinement. Et donc, lorsqu'on regarde plus précisément les caractéristiques de ces internautes, eh bien, on va s'apercevoir que c'est un public plus âgé, 83% étaient retraités, constitué surtout de femmes, donc 67%, de personnes très familières de la visite des musées, de personnes qui étaient seules pendant le confinement et qui déclarent avoir eu beaucoup plus de temps libre durant cette période. Et donc, on peut faire l'hypothèse que ce sont des individus qui ont reporté finalement en ligne les visites qu'ils faisaient habituellement in situ. Et donc, 80% aussi des personnes qui ont effectué une visite virtuelle estiment que ces activités en ligne palliaient l'absence de visite réelle dans les musées. On avait donc 80% donc qui évoquaient cela, contre 62% du reste de l'échantillon. Alors, ce qui nous a intéressé aussi, quand on s'intéresse à la satisfaction de manière globale, eh bien, les principaux registres mobilisés spontanément par les répondants, donc qui sont matérialisés ici en nuages de mots, eh bien, relèvent presque exclusivement de la satisfaction. Les registres qui sont associés à des formes, et puis des registres aussi qui sont également associés à des formes un peu plus matérielles de la réception, puisqu'on va voir que l'accessibilité revient de manière récurrente dans le discours des répondants, sans qu'on sache finalement si cette accessibilité concernait la facilité de l'accès en ligne ou le fait que finalement ces contenus soient facilement compréhensibles. Et ça pouvait être aussi lié à la gratuité des contenus. Donc, rappelons quand même que 97% des répondants ont consulté exclusivement des contenus gratuits, ce qui n'est pas très étonnant, puisque de manière traditionnelle, en fait, les institutions patrimoniales mettent généralement en ligne des contenus culturels gratuits. Alors, sinon, dans le prolongement, les répondants expriment d'ailleurs le souhait que cette gratuité soit étendue finalement à d'autres formes de propositions culturelles. Donc, je vous donne un exemple. J'aimerais que puisse se développer l'accès à des contenus pédagogiques autour des expositions. Par exemple, visite en compagnie, je parle en ligne évidemment, donc visite en compagnie du commissaire de l'exposition mise en ligne gratuitement, qui me donnerait l'envie de voir l'exposition sur place. Ma curiosité prendrait plus facilement le pas sur ma crainte de voir ma visite gâchée par le port du masque, que je supporte assez mal, mais qui sera certainement obligatoire pour la réouverture des lieux après le confinement. Voilà, donc cette mise à disposition gratuite ne semble pas entrer en contradiction, selon les répondants, avec un modèle économique du musée. Donc, il s'agirait plutôt, pour plusieurs d'entre eux, seulement d'une introduction finalement à une visite in situ qui, elle, est envisagée comme payante. Et donc, ce plébiscite de la gratuité est assorti d'une forme de conscientisation du caractère payant de la culture, en considérant que les équipements culturels sont tributaires des tarifications.
Et donc, ils se déclarent prêts à payer pour l'expérience en vrai, mais montrant également en creux que l'expérience numérique ne suffit pas en soi et qu'elle nécessite un complément incarné par une expérimentation in situ. Alors donc finalement, tant au titre des réponses aux questions ayant trait à la satisfaction que dans les commentaires libres, les répondants témoignent vraiment d'une franche adhésion pour ces propositions numériques. On voit l'addition des 2 items très satisfaisants et satisfaisants qui aboutissent à un total de 96% pour ce qui concerne l'accès au contenu. 91% d'adhésion, donc on va dire lorsqu'il s'agit de la quantité des contenus disponibles, et 94% pour la qualité des contenus. Alors, certains verbatim laissés spontanément par les répondants témoignent aussi explicitement de cette satisfaction. J'ai été époustouflée par la richesse, la diversité, la qualité de l'offre. J'ai été impressionnée par la diversité et la qualité des offres proposées. Bravo et merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Rappelons bien sûr que les caractéristiques sociales des répondants font qu'ils présentent quand même aussi des fortes prédispositions, on va dire, pour ce type de contenu. Alors, oui, alors quand même, donc après, pour nourrir notre réflexion, même si, comme vous l'avez vu, on était dans une adhésion de 96%, en fait, on a quand même des répondants qui ont manifesté des formes d'insatisfaction et il nous semblait intéressant finalement de pouvoir les transmettre. Donc ça porte sur différents registres. Alors d'abord, une soif de numérisation. Donc c'est un motif d'insatisfaction récurrent qui s'exprime surtout chez les répondants habitués des archives. Et c'est un trait commun que les archives partagent avec nos lecteurs de la BNF qui réclament souvent, je crois, plus de numérisation. Alors, les répondants s'expriment également sur la qualité des contenus. Et donc là, je ne vais pas parler du niveau d'information ou d'explication, mais bien des dimensions techniques. Et là, c'est vraiment un trait saillant en fait, de notre enquête. On va retrouver des remarques relatives à la mauvaise qualité des images. On a plusieurs répondants qui mentionnent le fait d'avoir visionné des vidéos en basse définition, ce qui va altérer bien sûr la réception de ces contenus. On a des remarques sur la qualité sonore avec plusieurs expériences négatives qui sont mentionnées à propos de la sonorisation des contenus. Et la plupart du temps, c'est lorsqu'il s'agit d'interviews ou de conférences où on n'entend pas ou très mal l'intervenant parce qu'il est mal sonorisé. Et finalement, ce qui ressort, l'idée principale qui en ressort, c'est que finalement, la mise à disposition de contenus, même s'ils sont gratuits, eh bien, ils doivent s'accompagner de standards de qualité auxquels sont habitués ces internautes et qu'il y a un travail de vigilance à réaliser pour que ces contenus atteignent un certain niveau de qualité attendu. Alors, un autre élément qui cristallise l'insatisfaction, c'est le fait d'avoir presque trop de propositions de contenu, mais finalement, peu de médiation liée à ces contenus. Donc, je vais vous citer le commentaire d'un internaute. Il dit « Visite virtuelle frustrante si elle ne s'accompagne pas de commentaires, si elle n'est pas transformée en visite guidée ». Et donc, ça pose évidemment la question du niveau d'intervention de la médiation pour accompagner ces contenus numériques. Quel outil utiliser? Qui faire intervenir? Comment les médiateurs finalement trouvent leur place dans cette nouvelle équation? On avait aussi un autre motif d'insatisfaction qui concernait le fait que les contenus sont peu adaptés aux personnes en situation de handicap. Donc le plus souvent, ça va être des remarques autour de l'absence de sous-titrage des contenus qui reviennent, sachant que là aussi, la qualité sonore des contenus peut intervenir sur la bonne compréhension des sujets. Et enfin est revenue plusieurs fois l'idée qu'il existe une forte disparité entre les contenus proposés par les grands opérateurs, type Louvre, Versailles, Orsay, et ceux qui étaient proposés donc, par des plus petits établissements. Certains enquêtés donc, y voyaient une différence, une absence de moyens guidés par justement les différences de traitement entre Paris et la province. Alors même qu'on le sait, mais ça a été beaucoup moins médiatisé, de nombreux établissements culturels avaient mis des contenus de qualité remarquable sur leur site internet, mais cela a été moins médiatisé. Alors, en termes de bilan, c'est qu'est-ce qui caractérise nos répondants de cette enquête? Eh bien, finalement, un profil vraiment proche finalement, des visiteurs rencontrés dans les patrimoines. Et finalement, même si nous ne sommes pas représentatifs de la population des internautes qui ont consulté ces contenus au cours de cette période, eh bien, il n'y a pas dans nos résultats de caractère d'évidence à associer augmentation de la consultation de contenu numérique et élargissement des publics. On apprend cependant qu'il y a des usages différenciés des contenus numériques selon les catégories d'âge, donc ce que l'enquête réalisée avec le CREDOC sur pratiques culturelles en temps de confinement a confirmé aussi.
On retient que la fiabilité des contenus proposés par les institutions patrimoniales est toujours mise en avant par les visiteurs, elle est structurante de leurs attentes. On peut souligner aussi que la facilité d'accès est plébiscitée, qu'il y a un vrai attachement à la gratuité de ces contenus. Et enfin, malgré toute la qualité de ces contenus, eh bien, on avait une majorité des répondants qui souhaitaient retourner comme avant dans les lieux culturels dès lors qu'ils seraient réouverts. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jasmina. Moi, je vais vous présenter une partie des résultats d'une étude que je mène à la Bibliothèque nationale de France, qui est en lien avec l'enquête pratique culturelle qui est menée par le ministère de la Culture et notamment par le DEFS que représente aujourd'hui Jasmina. Et donc, ça va nous permettre de mettre un petit peu, de prendre un peu en perspective les résultats que vous venez de présenter. Moi, c'est les résultats quanti de 2018 en fait. Donc, c'est la 6e édition de l'enquête, de l'enquête pratique culturelle menée par le ministère de la Culture et qui, pour la première fois, a posé des questions sur les activités culturelles en ligne. Et donc, moi, je me suis intéressée en particulier au public des expositions en ligne, aux visites virtuelles. Donc, vous allez voir que les chiffres présentés par Jasmina après le confinement sont bien différents de ceux que j'ai notés en 2018. Je vais passer assez rapidement sur l'approche quantitative. Pour moi, plutôt, cette fois-ci, me concentrer sur vraiment l'expérience des collections en ligne. Alors, tout de même, il faut quand même que je fasse un petit détour par les méthodologies et deux, trois petits éléments quantitatifs pour vous permettre quand même de mesurer justement par rapport aux chiffres de Jasmina. Donc, globalement, il y a deux volets dans cette étude. D'abord, un grand volet quantitatif où j'ai traité statistiquement les variables correspondant aux visiteurs virtuels. Sur 9000 et quelques répondants, ils sont en brut 9,7%. Donc, 897 individus a déclaré avoir fait des expositions virtuelles en 2018 et donc 43% exclusivement en ligne. À partir de là, j'ai plutôt caractérisé des univers culturels à partir de pratiques culturelles des répondants, avec le lien qu'il y avait avec les visites virtuelles en ligne et également in situ. Ensuite, j'ai fait des entretiens avec des gens qui ont accepté d'être recontactés à l'époque pour faire des entretiens sur la place que prend la visite virtuelle au sein de leur pratique culturelle de manière générale et également toujours comparativement aux pratiques in situ. Ensuite, là, en ce moment, je suis plutôt en train de faire des entretiens avec des visiteurs in situ. Donc, c'est un deuxième volet de l'enquête où là, il s'agit de voir l'impact de la médiation web sur la réception des collections en ligne et notamment en fonction de domaines culturels. Donc d'abord la littérature avec l'exposition de Baudelaire à la BNF notamment, de peinture avec le musée des Beaux-Arts de Tours, en sciences et techniques avec une étude au CNAM et enfin en histoire qui n'a pas encore été menée mais je vais quand même pouvoir vous donner quelques éléments de réponse suite aux entretiens que j'ai quand même pu mener, sachant que j'en suis à peu près aux 3/4 de l'étude. Vous pouvez voir que j'en suis au niveau de la flèche. Ensuite, il s'agira d'aller rencontrer des publics uniquement en ligne pour cette fois-ci vraiment développer la réception en ligne, l'expérience culturelle en tant que telle des œuvres en ligne. Alors, d'abord rapidement le volet quantitatif, pardon. Alors, ce qu'on a remarqué, de la même façon que ce que disait Jasmina tout à l'heure, finalement, c'est un renforcement des profils socio-économiques et socio-culturels en ligne. Donc, on retrouve une même hiérarchie socio-professionnelle et de niveau de diplôme en ligne et in situ. À noter cependant qu'il y a des écarts entre les catégories qui sont quand même largement atténués en ligne. Donc, que ce soit au niveau des écarts de socio-professionnels, mais également au niveau des diplômes. Ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a un lien entre le fait de consulter des expositions en ligne et le fait d'être éclectique muséal, on va dire, en référence aux univers culturels justement définis par le DEPS. Et donc, plus les individus ont tendance à déclarer visiter des genres de musées différents in situ, plus ils ont tendance à consulter des expositions en ligne. Et cet éclectisme est également lié au niveau d'études.
Donc, avec des Bac+5 notamment, qui déclarent visiter plus de 5 musées différents, qui finalement ont coché à peu près toutes les cases des types de musées présentés dans le questionnaire finalement. Alors, pour essayer de mieux comprendre quels sont les profils de ces visiteurs en ligne, j'ai fait un focus sur ces 897 personnes. Euh, pour essayer donc de typifier un petit peu des différents profils. Et donc, j'ai procédé par une analyse des correspondances multiples à partir de 27 variables qui prend en compte des pratiques culturelles in situ, la visite de musée, mais pas uniquement, également la fréquentation du cinéma, également des pratiques privées comme la lecture également. Et également toutes les pratiques connectées et des variables telles que la diversité justement des pratiques connectées ou des genres muséaux visités in situ. Euh, voilà. Et donc, ce que ça donne, donc on a une projection donc, sur un plan factoriel donc, des individus à partir des variables, donc à partir de leurs pratiques. Et donc, on a donc des profils en fonction des proximités et différences de pratiques partagées ou non par les individus. Et donc, globalement, on retrouve en fait une, euh, une division, on va dire, des profils de visiteurs en ligne en fonction d'une diversité de pratiques culturelles et in situ et de pratiques Internet. Donc, finalement, vous retrouvez plutôt sur le côté gauche du plan factoriel des individus qui sont plutôt proches d'une culture muséale, mais avec une légère différence, avec le premier groupe, donc le groupe numéro 1 que vous voyez vraiment en rouge, le plus large groupe, qui partage donc des pratiques avec les 3 autres, qui se distinguent plutôt par une appartenance socio-professionnelle de ménage plutôt supérieure, profession intermédiaire et cadre, plutôt jeune également, avec des activités, des pratiques culturelles numériques éclectiques qui, globalement déclarent cocher également dans toutes les cases des pratiques culturelles proposées dans le cadre du questionnaire. Donc, qu'il s'agisse de la consultation de contenus scientifiques, du visionnage de spectacles de théâtre ou de danse, par exemple. Donc, en fait, ils font, si vous voulez, un package entre avec la visite virtuelle en ligne et l'ensemble des pratiques culturelles connectées qui sont proposées. Nous avons ensuite le groupe numéro 4, donc des éclectiques cultivés classiques, qui, eux, à l'inverse, sont plutôt modérés en ligne et visitent tous les types de musées, proposés, avec tout de même avec une préférence pour les musées de peinture et de sculpture et d'antiquité. Ces profils-là sont également plus marqués socio-professionnellement que les éclectiques numériques, dans le sens où ils sont encore davantage diplômés et ce sont des ménages plus davantage cadres. Cadres, voilà, et moins profession intermédiaire, comme on pouvait les retrouver chez les éclectiques numériques cultivés. Donc là, finalement, ce qu'on retrouve, ça rejoint un petit peu les univers donc, définis par le DEPS, avec plutôt une différenciation en fonction donc d'une dotation en capital socio-économique, on va dire un petit peu classique, qui rejoint une analyse bourdieusienne. Et sur les 2 autres groupes, on a des choses. On a des variables qui apparaissent un peu différentes, plutôt socio-biographiques en fait, où on retrouve plutôt alors que j'ai appelé les non publics in situ, puisqu'il y a visité de musées in situ, fréquenter le cinéma. Et ce qu'il y a d'intéressant chez eux, c'est qu'on retrouve une attraction. Alors, évidemment, on est sur 318 personnes, donc il faut faire attention aux généralisations qu'on peut donner, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on retrouve donc une attraction avec le genre, avec l'appartenance genrée masculine. Je fais un petit parallèle puisque ça a été également évoqué tout à l'heure. Il a été souligné tout à l'heure le fait que la pratique muséale est largement féminine, et donc et quand on regarde finalement en ligne, on retrouve un renforcement de l'appartenance socio-professionnelle, du niveau de diplôme également, mais pas d'appartenance genrée. Et là, ça ressemble plutôt
voilà, plutôt à la marge et plutôt chez les hommes. Donc, ce qui interroge et qui surtout interroge l'impact de la médiatisation web sur l'expérience culturelle. Est-ce que ça pose la question de l'attraction de nouveaux publics, bien évidemment. Et un dernier donc groupe que j'appelais les modérés numériques, qui finalement déclarent en moyenne avoir 2 à 3 activités culturelles sur internet, qui ne déclarent pas de pratiques muséales non plus, et qui visiblement a une pratique, des pratiques culturelles qui se détachent des 3 autres. Alors, cette analyse donc permet de faire des différenciations, essayer d'aller un petit peu plus loin sur la caractérisation des types de publics qu'on peut avoir. Mais cette représentation peut avoir le défaut de montrer de montrer l'idée selon laquelle les goûts sont préalablement structurés a priori finalement. Et que finalement, là, c'est la socialisation primaire à la visite de musée qui va dominer, qui va guider la visite, la pratique de visite en ligne et in situ aujourd'hui. Ce que je n'ai pas précisé effectivement, c'est que les éclectiques, que ce soit cultivés numériques ou cultivés donc classiques, déclarent pour les 2 groupes, et renforcé chez les éclectiques classiques, avoir été au musée pendant l'enfance, souvent. De temps en temps à souvent pour les numériques, et vraiment souvent chez les éclectiques classiques. Sauf que raisonner comme ceci oublie la prise en compte de l'expérience culturelle en tant que telle, et l'impact du dispositif web. Donc c'est pour ça qu'il m'a fallu aller donc interroger vraiment les récepteurs, donc les publics des expositions en ligne. Et donc je vais vous montrer donc une partie des résultats que j'ai pu tirer des entretiens que j'ai faits. Donc déjà dans la première partie auprès des enquêtés de l'enquête pratique culturelle 2018, pour pouvoir placer la visite virtuelle parmi l'univers culturel des visiteurs, et également pour pouvoir faire une différenciation en fonction des genres de collections consultées. Alors, d'abord, l'impact du dispositif web sur l'expérience de musique, de visite, pardon. Je parle de dispositif web en référence à Hervé Glevarec notamment. On peut également parler de régime. En tout cas, l'idée, c'est de montrer qu'on a un contexte de la pratique, qu'on a, alors, selon les mots d'Hervé Glevarec, donc un promoteur, donc là, en l'occurrence le musée, mais également Internet, donc qui va donner une certaine, qui va guider la pratique en fait en ligne. Et ensuite, donc, on a les récepteurs, et la réception n'est pas la même sur Internet. On a des logiques d'usage qui sont différentes. Et donc, l'idée, c'est de tester l'hypothèse selon laquelle, finalement, en ligne, on a plutôt des pratiques sous la logique du contrôle de l'usage. C'est plus l'usage individualisé plutôt qu'une prescription muséale qui va guider la pratique. Ceci considérant que le musée est un lieu archétypal des institutions culturelles pour Hervé Glevarec. Donc, ceci étant posé, alors ce qui est ressorti d'abord des entretiens, c'est d'abord une découverte, et ça rejoint également ce qui a été présenté tout à l'heure, une découverte des expositions en ligne par flânerie, une forme de flânerie numérique. Finalement, des gens qui ont découvert en se promenant, en naviguant sur Internet un petit peu au hasard. Et donc, et des discours donc qui évoquent une activité pas très structurée, le fait de picorer. C'est le principe d'Internet finalement, et que ça dépend de l'intérêt du moment, ça dépend de plein de choses. C'est l'occasion qui fait le larron. Et finalement, quand on flâne sur Internet, donc on découvre des nouveaux contenus. Finalement, on peut considérer que ça nourrit finalement une expérience culturelle qui devient plus riche, plus diversifiée, mais également qui permet
d'approfondir certains contenus. C'est ce qui est dit ensuite dans les verbatimes suivantes, notamment par un étudiant qui me relate. Donc, il a découvert un artiste par Internet et qui me dit que maintenant, c'est un de ses artistes préférés. Il me dit que j'adore, que j'ai découvert assez récemment. D'abord, que j'ai découvert grâce à Internet. Enfin, je connaissais son nom, mais je ne m'étais jamais vraiment penchée sur cet artiste-là. C'est Pisanello. Et en fait, cet artiste, je n'ai jamais vu ses œuvres. La plupart des œuvres que je connais de lui, je les ai vues sur mon écran, enfin sur mon ordinateur. Et en fait, ça ne m'empêche pas de l'adorer, quoi. Et de toujours revenir sur ces images en me disant, c'est incroyable. Donc finalement, étant donné ces paroles, si on se base sur ces paroles, finalement, on voit bien que ça nourrit quand même Heu une expérience culturelle, plus riche. Une retraitée me dit également que, elle peut aller sur internet, mais pas uniquement en fait, qu'elle va aller, regarder sur plus différentes sources en fait, que la visite virtuelle va s'inscrire dans un ensemble de pratiques pour approfondir, un de cartels dans les musées, et que, à partir des informations données par les cartels, elle pouvait aller donc chercher des émissions, sur des livres, des articles et donc plein de choses en déambulation sur internet. Heu Assez fréquemment dans les discours des visiteurs, c'est la fragmentation de la visite sur l'espace web. Alors, je vous ai donné uniquement une phrase, mais en fait, il y a quand même pas mal de discours qui reviennent là-dessus, en disant que finalement, on fait une visite sur Internet, mais elle a il est difficile de la concevoir avec une unité réellement, en se donnant un temps en particulier, comme le fait de planifier justement la visite in situ. Euh, Là, c'est plutôt, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait de picorer, je vais regarder, je m'arrête et finalement, j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Et finalement, ce que ça fait ressortir, c'est que la visite in situ est toujours considérée comme étant irremplaçable, ce qui rejoint également ce qu'on a dit tout à l'heure, avec des discours sur le fait que d'aller au musée, ça procède d'une vraie démarche, d'un vrai voyage. C'est toute l'ambiance qu'il va y avoir. Au musée Jacques Marandré ou autre, il y a vraiment tout un parcours, de la billetterie jusqu'au café en passant par la boutique. Il y a aussi le lieu, il y a toute une histoire. Et en fait, cet étudiant me racontait globalement que le fait d'acheter un ticket d'exposition, c'était aussi le fait d'acheter une partie d'un musée et me parlait donc de tout le rituel finalement qui allait avec la sortie culturelle au musée, rituel qui peut impliquer une forme de sociabilité que l'on retrouve moins ou différemment en ligne. Euh, donc le voyage in situ est irremplaçable. C'est pour ça qu'il y a des attentes différentes de ce que peut être une exposition virtuelle en ligne. Oui, sur internet, puisque l'exposition virtuelle peut en fait évoquer différentes choses. Donc l'exposition virtuelle en ligne, on peut le préciser. Et donc toujours ce même étudiant me dit que, l'exposition virtuelle, il n'attend pas à ce que ce soit une reconstitution, une modélisation de l'exposition in situ, parce qu'on sait que ce sera toujours compliqué avec un iPhone de faire cette visite-là. Je vous ai mis évidemment cette verbatim pour, souligner le fait que le dispositif de consultation est important pour dans l'expérience de réception des contenus culturels. Et enfin, une visite plutôt solitaire avec une recherche plutôt d'une expérience individuelle, avec donc un monsieur retraité qui me disait qu'il appréciait de pouvoir regarder tranquillement chez lui les collections. Parce qu'il n'a pas besoin de se mettre sur la pointe des pieds. Il me dit: «C'est la barbe d'être au milieu du monde». Et il recherche cette fois-ci plutôt au niveau de la médiation, une médiation plutôt individualisée, de la visite, en se disant, finalement, si je veux avoir une explication sur telle ou telle œuvre, je peux avoir une explication individualisée. Je clique dessus, je la vois en plein écran, on m'explique plein de choses intéressantes dessus, on la remet, dans le contexte de la vie de l'auteur. Donc finalement, on a des attentes différentes et une réception globalement différente des expositions quand elles sont reçues par Internet. Donc on voit que le dispositif web en soi donc, a un impact sur les attentes, le type de visite, la pratique également, et la conception qu'on en a. Et toute l'idée, en fait, c'était ensuite de continuer dans cette voie-là pour essayer cette fois-ci donc de typifier en fonction de registres de réception, heu,
en fonction également de pactes de réception et de types d'expériences culturelles. Alors, pour ça, donc, j'ai fait un petit détour par une analyse quantitative pour essayer de voir s'il y avait des liens entre la pratique de visite virtuelle en ligne et la fréquentation de certains musées in situ. Euh, et donc, à partir d'une projection donc, sur un plan factoriel d'une ACM, donc j'ai essayé donc, de regarder donc, les goûts musicaux des visiteurs en ligne. Et ce qu'on remarque, c'est que les visiteurs en ligne sont plutôt proches des visiteurs donc, de musées de peinture, d'art, de galeries d'art et d'architecture. Donc finalement, on voit qu'il y a certainement une attraction, un lien plutôt avec une expérience plutôt de type visuel. Partant de là, donc, j'ai plutôt analysé les expériences culturelles en fonction donc, des domaines, de collection, à partir donc, de bagages théoriques donc, d'Hervé Glévarac, donc, notamment qui a typifié l'expérience culturelle à partir de ce qu'on y recherche. Et globalement, il parle donc d'intellect, donc plutôt basé sur le savoir, ce qui est assez important puisque en matière culturelle, on l'a vu également tout à l'heure, le diplôme est très structurant dans la pratique. Et donc, on est autour d'une motivation liée au savoir. Mais on a également des motivations plutôt liées à l'attachement ou plutôt quelque chose qui parle à une appartenance plutôt identitaire. Et enfin, plutôt quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Alors, pour préciser exactement, donc en fonction des types de collections. Alors d'abord au niveau des collections de peinture et de sculpture. Alors, les registres de réception liés notamment à la peinture est plutôt de type visuel. On a un registre plutôt de l'ordre de l'émotion. Et donc, l'idée, c'est de voir donc toujours ce que fait le dispositif web à une expérience liée au visuel et à l'émotion. Et ce qui ressort d'abord chez donc, les visiteurs de musées, donc de peinture, de sculpture et d'antiquité, c'est d'abord que sur Internet, l'œuvre d'art perd de son aura. Avec des discours autour de l'impossibilité de faire la différence finalement entre une image et une peinture sur Internet. Ce qui amène à penser à un affaiblissement donc, du pacte iconique, nous, avec les œuvres. Pacte iconique qui, selon Jean-Claude Passeron et Emmanuel Peller, est déjà faible du fait de l'équivocité des images. Et cette équivocité des images est encore renforcée en ligne et donc qui amène finalement un plus faible engagement dans la pratique. Et engagement surtout dans l'expérience émotionnelle des œuvres. Par contre, ce qu'on retrouve, c'est la recherche d'un rapport plutôt ludique aux collections. Alors là, il est vrai qu'il s'agit plutôt d'individus un peu plus jeunes, avec des discours autour de la volonté de jouer un petit peu avec les peintures, qui disent que Internet, c'est l'occasion d'avoir un autre rapport aux œuvres, donc un rapport ludique en l'occurrence. Et donc, j'ai des visiteurs qui me disaient aimer s'amuser avec les œuvres, pouvoir globalement coller la photo d'un ami qui ressemble à un personnage qui est peint, etc. Donc, finalement, on a un pacte plutôt sauvage en réception avec une lecture plutôt potage des œuvres qui ressort sur Internet et qui n'est pas spécialement attendu in situ. C'était vraiment lié sur Internet. Et enfin, ce qu'on retrouve de manière générale, on retrouve plutôt des registres donc plutôt herméneutiques, donc qui sont liés à la signification de l'œuvre, donc des individus sur Internet qui recherchent plutôt une connaissance de l'œuvre, la connaissance intrinsèque de l'œuvre, mais également épistémique, c'est-à-dire plutôt au niveau de l'histoire de l'art, une connaissance plutôt générale de resituer l'œuvre d'art dans l'histoire de l'art de manière générale. Et c'est plutôt ces registres-là qui sont mobilisés pour évoquer l'expérience des collections sur Internet. Et ce registre-là est opposé à l'expérience in situ qui est décrite comme étant de l'ordre de l'esthétique et de l'émotionnel.
et notamment, donc qui est bien dit, je trouve, par ce monsieur retraité, professeur des écoles, qui me dit que sur Internet, ce n'est pas de l'émotion visuelle, mais de l'explication rationnelle de la mise en contexte. Quand je vais dans une exposition ou voir des tableaux dans un musée, j'ai envie de profiter d'un moment de plaisir visuel unique, exceptionnel. Après, une fois que je suis chez moi, je ne suis pas hostile à l'idée qu'on m'explique pourquoi Rembrandt a peint la ronde de nuit, dans quel cadre c'était, à quel moment de sa vie il l'a peint et pourquoi il l'a peint comme ça. Ça m'intéresse aussi, mais ça ne m'intéresse pas le jour où je suis à Amsterdam en train de voir les tableaux. Donc, donc ce monsieur souligne bien que globalement, vraiment, quand il est in situ, il veut être dans le rapport émotionnel et direct aux œuvres. Et donc, on a des registres de l'ordre du rapport au sacré dans l'expérience des œuvres. Donc, finalement, sur Internet, on se retrouve avec un registre de l'ordre de l'émotion plutôt affaibli et avec au profit donc de rapports plutôt ludiques et cognitifs aux œuvres. En matière de sciences et techniques, cette fois, euh, alors, cette fois-ci, on est plutôt sur un type de réception, culturelle plutôt lié au savoir et on retrouve des publics plutôt diplômés justement dans le domaine des sciences et techniques. Alors, c'est un phénomène qu'on retrouve de manière générale, mais c'est ce que j'ai plutôt remarqué en tout cas, au Centre national des arts et métiers au moment de l'enquête, de terrain. Puisque j'ai rencontré, quelques ingénieurs en particulier, de certains domaines techniques ou des gens qui venaient spécifiquement pour voir des voitures de telle année ou idem pour les avions. Donc on n'a pas tout à fait le même genre de public, le même type de public que dans les musées de peinture et les discours sont un peu différents. On évoque une pratique de la visite virtuelle qui peut nourrir donc un capital de familiarité, donc ça, ce qui rejoint aussi ce qui a été dit tout à l'heure, qui semble pouvoir compenser un faible capital scolaire. Parce que j'ai recueilli des discours qui tournent autour du fait que on n'était pas bon à l'école et que du coup, c'était peut-être une manière de se familiariser davantage. On a vraiment des discours qui soulignent ça. Heu et également, on le voit que cette visite virtuelle peut également s'inscrire dans le cadre d'une parentalité, qui donc participe à la carte du visiteur et également donc à la familiarité, à la sphère muséale. Donc finalement, le fait finalement, on découvre des expositions en ligne, par l'accompagnement finalement que scolaire des enfants. Donc, là, on retrouve plutôt une expérience culturelle liée au savoir plutôt renforcée en ligne, avec des registres plutôt de l'ordre donc de l'épistémique, de la volonté de connaissances vraiment liées à certains types de collections, des collections très spécifiques. Et on retrouve également des registres techniques dans la réception de la médiation en ligne, avec des, euh, euh, des attentes liées vraiment à la qualité de l'expérience de visite. Et enfin, dernier type collection que j'ai pu apporter. Alors, j'ai mis art et histoire et littérature. Pour l'instant, mais pour l'instant, c'est global puisque je suis encore en train d'analyser, de faire l'enquête de terrain. Mais globalement, en tout cas, en lien, en point commun, on peut trouver qu'il y a quand même un pacte narratif fort, un contrat de lecture fort dans le cadre de ces types de collections, qui demande un engagement plus important de la part des visiteurs. Et on retrouve donc un fort registre épistémique. Alors de la même façon que pour les sciences et techniques, on a beaucoup d'expériences culturelles liées au savoir, mais on retrouve également un lien avec plutôt l'attachement, avec un intérêt lié à une génération, avec une problématique identitaire, et également au concernement, ce que Hervé Gléverac, décrit plutôt comme par ça m'intéresse pas, ça me concerne, mais ça me concerne pas, plutôt avec des variables plutôt biographiques en fait, selon le parcours biographique.
Et ce qu'on remarque justement, que ce soit au niveau de la littérature, mais on m'a également parlé des collections en histoire, c'est que justement cette manière de vivre les collections en ligne peut être renforcée en associant à d'autres genres culturels qui sont liés à l'émotion et notamment la musique. Donc ça, c'est quelque chose que je vais continuer à creuser justement, voir si les publics des collections en ligne cherchent à marier finalement différents types d'expériences culturelles euh, issues d'autres genres culturels. Voilà pour l'instant où j'en suis. Je vous remercie de votre attention. Okay. Bien, bonjour à tous. Je vous remercie de cette invitation. Donc, je vais prendre la suite des deux présentations et je m'en excuse, revenir peut-être un peu plus sur du terre à terre. Hein. C'est vraiment l'idée de vous présenter une expérience qui n'a peut-être pas justement autant de recul que ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent, une expérience qui a été menée depuis avril 2020 sans beaucoup de répit. Voilà, on a essayé d'inventer des nouvelles façons de travailler avec nos publics. Et je vous livrerai donc des résultats, des données qui ont été recueillies sur ces publics, mais voilà, qui sont vraiment, qui ont été recueillies de façon très modeste en termes de méthodologie. Alors, donc moi, je suis médiateur culturel au Musée de préhistoire d'Île-de-France qui se trouve à Nemours. C'est donc un musée, je le présente parce que je pense que tout le monde ne le connaît pas. C'est un musée qui se trouve donc dans le sud du département de Seine-et-Marne, qui est propriété du département de Seine-et-Marne, et qui est un musée qui est donc assez modeste, hein, qui comporte 11 salles du parcours principal et donc une salle d'exposition. Cette salle d'exposition a justement fait l'objet de la première numérisation dont je vous parlerai tout à l'heure. Et pour vous situer un petit peu donc les moyens de ce musée en termes humains, c'est donc une équipe de 13 agents et le service des publics dont je fais partie, c'est 3 agents. Voilà, donc c'est 3 agents qui ont participé à l'expérience que je vais vous présenter, dont j'ai été le chef de projet. Mais ces 3 agents, ils ont évidemment l'ensemble des missions du service des publics aussi à mener au quotidien. Et donc, ce n'est qu'une partie finalement de leur activité que je vais vous présenter ici. C'est un musée qui globalement accueille à peu près 30 000 visiteurs par an. Vous le voyez sur la représentation des entrées. Alors, c'est les chiffres de 2017. C'est un public essentiellement jeunesse, beaucoup de scolaires, et également un public familial. Donc, on va être un petit peu éloigné de ce qui a été présenté effectivement sur les musées d'art. Hein. Le musée de préhistoire, c'est un musée d'archéologie avec des publics qui sont des publics plus familiaux d'une manière générale. Et en l'occurrence, sur ce musée-là, qui est un musée de zone rurale, un public scolaire qui est très important. Alors, les chiffres que vous voyez, sinon, sur 2018, c'est cette si petite fréquentation, c'est la fermeture du musée pendant 8 mois. Et puis, 2020, 2021, vous vous doutez du contexte dans lequel ces chiffres doivent se comprendre. C'est traditionnellement un musée qui n'était pas tellement orienté sur le numérique. Hein. Donc, effectivement, moi, je suis en charge depuis 2017 du développement de projets autour du numérique. Mais ce n'était pas vraiment dans l'ADN ni du musée, ni de la scénographie, ni de la médiation. Donc, c'est finalement une conversion assez récente vers ces outils numériques. On était beaucoup plus dans la pratique, on va dire, expérimentale, par exemple, dans la médiation. Et donc, depuis quelques années, la question du numérique s'est imposée dans la façon de s'adresser à nos publics. Et elle s'est particulièrement développée donc, depuis 2017 et ces 2 dernières années. Alors, ce que je vais vous présenter là, les expositions en ligne qui ont été développées et plus particulièrement les expériences de visite guidée à distance, c'est quand même important de noter que ce n'est pas surgi de nulle part. C'est-à-dire qu'en 2014-2015, le département de Seine-et-Marne avait un projet justement d'inclure des dispositifs numériques dans ces musées, parce que le musée de préhistoire n'est pas le seul musée du département.
Et il y a eu un projet qui a été mené en 2014-2015 dont je faisais partie du groupe de travail. Et c'est vraiment cette réflexion qui a été menée sur l'ensemble des musées et du château de Blandy, qui fait partie aussi donc, des établissements du département, qui finalement, quelques années plus tard, a permis l'émergence de ces projets que je vais vous présenter. Voilà, donc ce grand projet de développement numérique, finalement, n'a pas vu le jour, mais il est clairement à l'origine de ce qu'on peut proposer aujourd'hui au musée de Nemours. Alors, j'en viens à l'expérience qui nous intéresse ce soir. Donc, c'est une expérience qui a été menée entre juin 2020 et juin 2021. Tout au moins, les données que je vais vous présenter ce soir sont liées à cette période. Mais c'est une expérience qui est encore cours aujourd'hui, sur laquelle on travaille et qu'on est encore en train de faire évoluer. Ça a été une première réponse, on va dire, à la crise sanitaire. C'est-à-dire que nous, musée de préhistoire d'Île-de-France, on n'avait pas de collection, on n'avait pas de catalogue en ligne, par exemple. Donc c'est vrai que quand le confinement a été décrété en mars 2020, comme beaucoup de collègues, on s'est posé beaucoup de questions, mais on n'avait pas beaucoup de moyens en plus pour donner des réponses. Donc, il y a eu on va dire une continuation de l'activité sur les réseaux sociaux, essentiellement la page Facebook du musée, le site internet évidemment, mais tout ça était très limité. Et on a donc cherché des alternatives finalement pour continuer à exister, à s'adresser à nos publics. Et cette alternative, assez naturellement, a été l'exposition en ligne, l'exposition virtuelle, d'autant que nous avions ouvert une nouvelle exposition temporaire sur le peuple gaulois des Sénons 3 semaines auparavant. Donc autant vous dire que le choc a été rude, sachant que nous, c'est une exposition temporaire par an. Donc la fermer 3 semaines après, c'était vraiment assez catastrophique pour nous. Donc, assez rapidement, l'idée a été de la numériser. Il n'y avait rien de très original. Beaucoup de musées l'avaient fait depuis une bonne dizaine d'années. Et numériser cette exposition pour la mettre à disposition de nos publics. Donc, cette numérisation a été effective en juin 2020, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les musées avaient déjà réouvert partiellement. Et puis, on a poursuivi en fait, cette politique de numérisation pour les collections permanentes et la future exposition Mémoire de glace, à la fois en voyant ces expositions en ligne comme des nouveaux outils de médiation en direction de nos publics, des outils d'élargissement aussi, mais aussi tout simplement comme des outils d'archivage en quelque sorte de nos scénographies. Voilà, donc les raisons étaient assez multiples. C'est pour ça que finalement, on a enchaîné assez rapidement sur plusieurs numérisations, à la fois pour les expositions temporaires et sur les collections permanentes. Donc là, sur les visuels, vous avez par exemple à droite, en bas, la numérisation de l'exposition sur le peuple gaulois des Sénons, et puis à gauche, donc, celle des collections permanentes. Mais finalement, presque dans un même mouvement, on s'est engagé sur une autre voie, enfin une voie complémentaire plutôt, qui est la médiation à distance. Parce que, comme ça a été relaté dans les interventions précédentes, effectivement, on a nous-mêmes, en tant que professionnels de la culture, parcouru des expositions en ligne. Et comme beaucoup de visiteurs, on s'est retrouvé quand même un peu seul dans la visite de ces expositions en ligne. Moi-même, je ne suis pas sûr d'en avoir terminé une seule, parce qu'effectivement, ça peut pas. Des fois, c'est un petit peu sec. Et donc, très rapidement, on s'est quand même rendu compte que mettre ces expositions en ligne n'était pas satisfaisant pour nous, que les gens, finalement, surtout à cette période-là, au moment du confinement, avaient envie de retrouver un contact avec des personnes, et que finalement, les médiateurs du musée, c'était des personnes qui pouvaient recréer ce lien. Et donc, on a vraiment, en même temps, finalement, qu'on a développé ces numérisations, eh bien, on a réfléchi à la manière dont on pouvait les présenter à nos publics, et on a réfléchi à comment, finalement, associer à ces visites virtuelles des interactions et un contact humain en direct avec un médiateur. Donc, c'est ce deuxième projet qui a finalement pris le pas sur le premier.
qui a été développé dans la foulée, hein, vraiment simultanément, puisqu'on a testé les premières visites virtuelles, enfin les premières visites guidées à distance, pardon, à la mi-juin 2020. C'est ce deuxième projet qui nous a le plus, sur lequel on a le plus consacré de temps, sur lequel je vais vous présenter aujourd'hui des données. Alors, au niveau du calendrier, parce que je pense que c'est aussi important de voir à quel rythme ce projet a été mené. Comme je vous le disais, donc la première visite guidée à distance a été menée en juin 2020 à l'occasion des Journées de l'archéologie. Et ensuite, on en a fait un certain nombre jusqu'à la fin de la période scolaire, début juillet 2020, à la fois avec du public individuel, mais aussi avec du public scolaire. Et puis, on a, suite à une première, je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme, mais cette première enquête qu'on a menée auprès des enseignants qui avaient participé, on a intégré ces visites guidées à distance dans l'offre scolaire du musée dès septembre 2020. C'est-à-dire qu'on avait intégré dès ce moment-là que, évidemment, enfin, on n'était pas les seuls, encore une fois, mais que cette expérience du confinement risquait de venir à nouveau. On avait identifié que l'automne serait certainement une période difficile pour les établissements culturels. Et donc, on a essayé de faire en sorte, finalement, d'être dans une situation différente de celle de mars 2020, d'être capable de répondre à notre public et d'être capable de proposer une offre de médiation. En novembre 2020, donc le deuxième confinement a été décrété et heureusement pour nous, à ce moment-là, on avait effectivement les outils pour pouvoir proposer quelque chose. Et à partir de cette époque-là, de novembre 2020 à mai 2021, on a multiplié les expériences en termes d'offres de médiation de guidée à distance et de public cible. Jusqu'à 1er mars 2021, rendre cette offre payante pour les groupes, je précise, puisque pour tous les autres publics, c'était une offre qui a été complètement gratuite dès le début jusqu'à la fin de cette expérience en mai 2021. Voilà, donc là, sur la photo, vous me voyez dans ce qu'on a nommé un peu pompeusement le studio, qui est un bureau, hein, une ancienne salle de bain de l'appartement du directeur du musée, qu'on a utilisé donc, pour mener ces visites guidées à distance. L'idée étant, nous, de ne pas être dans le musée pour des questions diverses, notamment des questions de sonorité, et puis le fait que le musée n'a pas de jour de fermeture hebdomadaire. Hein, donc, c'était très difficile de faire des visites dans le musée directement. Donc, on a isolé un espace dans lequel le médiateur était au calme et confortablement installé pour pouvoir intervenir. Alors, j'ai déjà parlé un petit peu des publics visés. Là aussi, ça a été à la fois, il y a eu des publics qui ont été identifiés tout de suite, et puis il y a des publics qui ont été identifiés au fur et à mesure, ou alors auxquels on s'adresse au fur et à mesure, parce qu'on n'a pas forcément eu, dès le départ, les moyens de s'adresser à tous ces publics. Le premier public que l'on a visé, c'était ce public dit de proximité, c'est-à-dire, grosso modo, le public qu'on attendait physiquement dans notre exposition et qui ne pouvait pas venir. Donc, c'est les visiteurs qu'on attendait sur cette exposition, les Sénons, qui est chez nous principalement un public local, hein, Seine-et-Marnais, de l'Île-de-France, plutôt l'Essonne, le Val-de-Marne, et puis les départements limitrophes de la Seine-et-Marne. Public familial, en grande partie, ou amateurs d'archéologie également, des associations de patrimoine. Et puis, ce public scolaire dont j'ai déjà parlé, qui est pour nous essentiel et qui représente à peu près la moitié de notre public. Ce public scolaire, on l'a ciblé au niveau des écoles du secteur. C'est-à-dire qu'on a essayé de proposer, dès juin 2020, des visites guidées à distance des écoles qui étaient dans la circonscription académique de Nemours, donc on va dire à 10-15 km maximum du musée. C'est-à-dire qu'il y a un public qui a potentiellement l'habitude de venir régulièrement avec ses enseignants au musée. On a ensuite ciblé petit à petit, hein, progressivement, avec le développement de ces propositions, surtout en fait à partir de l'automne 2020, deuxième confinement, un public plus éloigné géographiquement. Notamment, en premier lieu, les écoles de la région. Alors, je dis l'automne, on les a ciblées en fait dès le mois de septembre. C'est-à-dire dès le mois de septembre, on avait identifié que les écoles qui étaient géographiquement éloignées du musée pouvaient être intéressées par ce type d'offres. Je rappelle la situation du musée de préhistoire d'Île-de-France. Il est
au sud, à l'extrême sud de la Seine-et-Marne. C'est-à-dire qu'on a des collections régionales, des collections du Val d'Oise, des collections des Yvelines, avec des écoles qui n'ont absolument pas les moyens matériels d'arriver jusqu'à nous. Donc l'idée était de pouvoir proposer à ces écoles qui ne viendraient pas sur place une prestation à distance et une découverte de nos collections à distance. Et puis, en ce qui concerne le public individuel, on a cherché évidemment à pouvoir attirer encore ce public, par exemple, de la Petite Couronne, qu'on a beaucoup de mal à attirer, ou de Paris, parce que le musée n'est que très difficilement accessible en transport en commun. Je vais prendre un certain temps à rentrer ce soir jusqu'à mon domicile. Voilà. Et puis, de façon un petit peu plus... moins raisonné, plus opportuniste, eh bien, on a touché des publics d'autres régions de France et aussi à l'international. Donc là, je vous ai mis deux illustrations de deux visites guidées à distance qu'on a réalisées, l'une avec la French Immersion School de l'État de Washington aux USA. Donc ça a été une demande on a été contacté en fait par cette école qui avait l'habitude de visiter chaque année en France. Ils font des voyages en France, des sites touristiques et patrimoniaux, et qui, ne pouvant se déplacer, donc on cherchait à organiser cette visite différemment. Et puis, vous avez la photo sur l'université de Douala. Donc là, c'est des rapports entre chercheurs qui nous ont amenés à proposer cette visite au Cameroun. Et enfin, les publics empêchés, au sens large, que je ne définirai pas très précisément. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'expérimentation qu'on a menée, c'était le public qu'on a identifié assez vite, c'est le public des maisons de retraite. C'est vrai que c'était une situation difficile pour ces personnes à cette époque-là, c'est toujours compliqué encore aujourd'hui. Nous, c'est un public qu'on reçoit au musée, tout au moins une partie de ce public est reçue au musée régulièrement. Et donc, on l'a identifié assez vite, mais je le reconnais, on ne l'a pas forcément mis en place très rapidement. C'est-à-dire que les premières expérimentations avec les maisons de retraite ont été menées à partir du mois de décembre seulement. On aurait pu commencer plus tôt, mais voilà, l'enchaînement du projet a fait qu'on a mis un petit peu de temps à être effectif pour ce public-là. Techniquement, ça reste un petit peu plus compliqué. On le pratique encore régulièrement aujourd'hui. On a moins de difficultés techniques avec les établissements scolaires qu'avec les centres, avec les maisons de retraite ou les EHPAD. Et puis, on a eu quelques expériences aussi avec des associations, par exemple, de personnes souffrant de handicap. Et on avait des objectifs, mais qui n'ont pas été encore atteints, envers, par exemple, les patients des hôpitaux ou les personnes en situation de privation de liberté. Donc ça, ce sont des objectifs qu'on s'était fixés on va dire, début 2021, mais qui, à ce jour, n'ont pas encore été réellement poursuivis, pas réellement atteints plutôt. Alors, j'en viens très modestement, encore une fois, sur les données qui ont été recueillies sur ces publics. Alors, elles sont basées sur quatre, pardon, j'ai oublié celle-ci, quatre ensembles de données. Là, ce sont les données basiques sur les expositions en ligne, donc je ne m'étendrai pas. Nous avons utilisé, nous, pour les expositions en ligne, la solution Matterport, qui n'apporte pas beaucoup d'informations précises sur les utilisateurs et la façon de visiter ces expositions. Donc, surtout des chiffres bruts liés au nombre de visites. Donc, vous voyez, c'est des chiffres qui sont relativement modestes. Ce qu'on observe, c'est que cette exposition sur les Cénons a quand même un grand succès par rapport aux collections permanentes. Habituellement, le public qui vient au musée vient en très, très grande majorité pour les collections permanentes. Et là, on voit que cette exposition, effectivement, elle a touché un certain public. Et il faut dire aussi que c'est cette exposition-là qui était présente dans le musée au moment du confinement. Sur l'exposition Mémoire de glace, on était déjà dans un autre cadre, notre contexte sanitaire. Donc, ça explique peut-être aussi la différence de visite entre les deux. Voilà, mais je ne m'étendrai pas plus sur ces données. Évidemment, ça serait bien plus intéressant de savoir, par exemple, la durée moyenne d'une visite, le degré de satisfaction que peuvent en tirer des visiteurs, éventuellement des profils sociologiques, comme ça a été présenté tout à l'heure. Là, ce sont des données dont on ne dispose absolument pas sur ces outils. Ce qui est un petit peu plus documenté, ce sont donc les visites guidées à distance. Là, vous avez devant vous les éléments de la petite enquête qui a été menée en juin-juillet 2020,
puisque quand on a eu l'idée en fait de proposer ces visites guidées à distance au public scolaire, en l'occurrence le public de la circonscription académique de Nemours, aux écoles primaires. Donc ça, c'est un projet qui a été mené avec l'éducation nationale. L'idée était de tester et puis de voir si pour un public d'enseignants et d'élèves, ça avait un intérêt. Parce qu'à l'époque, finalement, on ne savait pas du tout si ça pouvait intéresser les enseignants et leurs élèves. Donc, on a questionné en fait les 22 classes qui ont participé à ces visites guidées à distance. Donc, 22 visites en 15 jours. Hein. Ça s'est vraiment déroulé très, très rapidement. Avec une sorte d'impréparation technique. Hein. À l'époque, on n'avait pas le studio que je vous ai montré tout à l'heure. C'était un ordinateur portable qui était relié au réseau du musée. Et donc, on a posé une série de 6 questions assez simples sur l'intérêt que l'enseignant avait trouvé à ce dispositif, sur les problèmes techniques qu'il avait pu rencontrer, et puis l'intérêt qu'il pouvait trouver à ce dispositif dans le cadre de son enseignement, et s'il envisageait éventuellement de refaire ce type de visite, et en dehors du cadre de confinement, et éventuellement donc de payer la prestation. Voilà, et donc les enseignants nous font apparaître que il y a pour eux des intérêts importants, notamment d'ordre pratique. Je rappelle pourtant qu'on s'adresse à des écoles qui sont à 15 à 20 km au plus du musée. Donc on n'est pas du tout dans des problématiques de temps de transport, on est dans des problématiques plutôt d'organisation de sortie scolaire et de coûts. Donc l'intérêt du fait qu'il n'y ait pas de déplacement, l'interaction, parce que c'est vrai que je n'ai pas trop décrit le descriptif, mais finalement le descriptif, c'est une visioconférence qui est basée sur une exposition virtuelle. Hein, donc le médiateur partage finalement son écran, comme je le fais ici, de l'exposition virtuelle. Il se déplace dans l'exposition virtuelle et il la commente et il répond aux questions des visiteurs. Donc là, l'interaction a été beaucoup appréciée par les enseignants. Et puis aussi la qualité du rendu. On parlait tout à l'heure de la qualité des images des expositions virtuelles. Effectivement, c'est un élément qui est important pour le visiteur d'avoir quelque chose qui soit beau à l'écran. Et puis la qualité aussi de l'intervenant. Donc nous, évidemment, c'était les médiateurs du musée qui le faisaient directement. Donc c'est des gens qui ont l'habitude de mener des médiations dans le musée et qui connaissent leur sujet. Sur cette première expérience, on a eu beaucoup de problèmes techniques parce qu'on n'avait pas du tout encore analysé finalement tous les problèmes techniques qui pouvaient être rencontrés à la fois par des individuels, mais surtout par des groupes, et notamment par un enseignant dans sa classe qui ne maîtrise pas forcément son matériel. Donc on en a eu beaucoup, et notamment au niveau du son. Voilà. Et puis, ce qu'on peut dire peut-être pour compléter sur cette première enquête, c'est qu'évidemment, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, Jasmina et Marie-Laure, c'est que ça remplace pas, voilà, ils nous disent, ça remplace pas la visite in situ. C'est bien, on est content, on veut le refaire éventuellement, mais on veut aussi venir au musée. Ça nous a pas tellement chagriné, nous on était plutôt contents d'avoir ce retour-là. Et puis, ce qui a été quand même un petit peu plus surprenant, c'est que des enseignants étaient prêts à continuer l'expérience, y compris l'école qui est à 2 km, qui vient à pied chaque année. Ils étaient prêts à le refaire, et ils l'ont refait. Hein. Et ils ont associé en fait les deux. Ils ont associé la visite à distance et la visite sur place. Et enfin, donc, certains enseignants nous ont dit, la plupart des enseignants en fait étaient prêts à payer. Ils considéraient que ça pouvait avoir un prix, hein, puisqu'il y avait une interaction, il y avait une médiation, mais que ce prix devait être différent du prix payé sur place. Donc, il y a quand même dans l'idée de ces enseignants, l'idée que ce qui est fait à distance, c'est quand même certainement de moindre qualité que ce qui est fait sur place. Les deux derniers données que je vais vous présenter, ensemble de données que je vais vous présenter, sont issues d'un travail réalisé par un apprenti médiateur, donc un médiateur en apprentissage au musée, qui s'appelle Tom Thieu, et qui a donc enquêté auprès à la fois des enseignants et du public individuel qui a participé à des visites guidées à distance. Donc là, c'est vraiment une enquête qui a été menée à son initiative. Alors, on en a discuté un petit peu tous les deux, mais voilà, c'est lui qui a conçu son enquête. Je vous ai mis une partie des questions et une partie des réponses qui ont été apportées donc, par un panel de 39 enseignants qui ont participé donc, à des visites guidées à distance entre novembre 2021 et février 2021
novembre 2020, excusez-moi, et février 2021. Là, au niveau technique, on était beaucoup mieux armés. Hein. On avait vraiment maîtrisé les problématiques techniques qui pouvaient se poser. On n'est pas du tout dans le même contexte que l'enquête que je vous ai présentée précédemment. Et donc, on voit par exemple que sur la question des problèmes techniques, il y a beaucoup moins d'enseignants qui ont rencontré des problèmes techniques. Et en plus, quand ils les ont rencontrés, la plupart du temps, c'était sur les réunions de préparation, ce n'était pas lors des visites. Hein, puisqu'on a systématiquement mis en place des réunions de préparation aux visites de façon à éviter de faire des visites avec les élèves en connaissant des problèmes techniques. Ce qu'on voit sur l'origine des écoles, bon, c'est l'Île-de-France. Alors là, soyez pas surpris, c'est ce qu'on a communiqué que sur l'Île-de-France. On n'a pas cherché à aller ailleurs. Donc, naturellement, on retrouve ça. Ce qui est intéressant pour nous, musée du Sud-Seine-et-Marne, c'est qu'on a autant de classes qui viennent de l'Essonne, du Val d'Oise, des Yvelines. Donc, on arrive vraiment à notre objectif, à couvrir l'ensemble du secteur géographique. On voit que beaucoup d'enseignants pratiquent habituellement les musées. C'est ce que vous avez vu sur le public, ce qu'on voit sur le public individuel. Pour les enseignants, c'est pareil. Ceux qui sont venus faire des visites guidées à distance, c'est ceux qui ont déjà l'habitude d'emmener leurs élèves au musée. On voit aussi que le degré de satisfaction est très fort. Alors tout au moins ceux qui n'étaient pas satisfaits ne l'ont pas remonté, hein, ils n'ont pas répondu à l'enquête, mais on le voit nous aussi que la satisfaction est forte parce que depuis cette époque-là, on a des écoles qui reproduisent ces visites, hein. Donc il y a une sorte d'habitude qui s'est prise avec certains établissements scolaires. Et puis on voit, vous le voyez sur la réponse numéro 9 par exemple, que voilà, la plupart des enseignants sont prêts à reconduire l'expérience d'une visite guidée à distance, même en cas de réouverture des musées. Donc on voit qu'en fait, on a développé quelque chose qui a vocation à perdurer au-delà du contexte sanitaire. J'en viens, parce que je crois que le temps tourne en plus, hein, aux données sur le public individuel. Là, donc, c'est 80 personnes qui ont répondu donc, à cette enquête. Qui ont, pareil, c'est la même période, hein, qui ont participé à des visites guidées à distance durant le deuxième confinement, entre novembre 2020 et février 2021. Donc, on voit encore une fois qu'on a beaucoup de franciliens, beaucoup de gens liés à la catégorie d'âge 35-49 ans, et beaucoup sont accompagnés d'enfants. Alors là, on retrouve finalement le public individuel du musée, qui est un public familial. Et en plus, on a développé, nous, toute une proposition spécifique pour les familles. Donc, c'est ce qui explique ces chiffres aussi importants. On voit que la plupart des participants réalisaient une visite guidée à distance pour la première fois. Ce n'était pas effectivement quelque chose de très courant encore à cette époque-là. On voit qu'on a un public qui fréquente régulièrement les musées. Peu de problèmes techniques. En fait, les problèmes techniques sont plus faibles quand les utilisateurs utilisent leur propre matériel qu'un enseignant ou un animateur de maison de retraite qui va utiliser un matériel collectif. Et on voit à nouveau que beaucoup sont prêts à reconduire l'expérience, un peu moins quand même que pour le public scolaire. Donc, on a peut-être un dispositif qui convient un petit peu moins au public individuel. Il faut dire qu'on a utilisé, nous, donc, un système de partage d'écran qui bride un petit peu la liberté du visiteur. Voilà, donc on a un nouveau projet où ça sera différent. Mais voilà, c'est vrai que ce dispositif-là était particulièrement bien adapté à des groupes et peut-être un petit peu moins à un public individuel. Voilà, et puis on voit qu'ils envisagent en grande majorité de venir visiter le musée. Donc ça aussi, c'était malgré tout quand même quelque chose qu'on cherchait à obtenir. Alors, un dernier mot pour finir sur l'avenir de cette offre en ce qui concerne le musée de préhistoire d'Île-de-France. Eh bien, je ne vous le cache pas, nous, on avait, dès le mois de juillet 2020, on avait identifié que cette offre-là, elle avait un vrai avenir pour notre structure en ce qui concerne le public scolaire. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on l'avait intégré dans l'offre publique, enfin dans l'offre de médiation pour le public scolaire dès septembre 2020. Et j'ai envie de dire que le succès ne se dément pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, nous réalisons régulièrement des visites guidées à distance. En moyenne, je pense que c'est à peu près 2 par semaine. Donc, c'est quand même non négligeable. C'est pour nous vraiment une offre de substitution qui va permettre donc de toucher des classes des écoles qui sont trop éloignées du musée. Mais c'est aussi une offre complémentaire, c'est-à-dire qu'on a depuis quelque temps des écoles qui associent visite in situ, visite guidée à distance. Donc voilà, il y a aussi finalement des
sorte de contenu pédagogique à imaginer qui permet aussi de sortir de ce moment fort du musée qui est parfois unique. C'est-à-dire que le rapport entre le musée et l'enseignant et la classe, il peut être en plusieurs fois et ces outils-là peuvent servir aussi à ça. Pour le public individuel, on avait, suite au deuxième confinement, complètement arrêté. Et comme je vous le disais aujourd'hui, on développe une nouvelle offre avec un prestataire en fait, spécialisé qui va nous permettre de réenvisager cette offre pour le public individuel, notamment lors de certains événements nationaux. Et enfin, il y a aussi tout un public de groupes adultes qu'on a bien l'intention d'aller chercher avec ce dispositif-là. Les maisons de retraite, donc ça c'est quelque chose qui est assez, qu'on a déjà fait un certain nombre de fois, mais aussi des associations. On a été contacté récemment par des sociétés qui organisent des événementiels pour des sociétés, pour des séminaires, des choses comme ça. Voilà, donc il y a un public assez varié qui peut se retrouver effectivement dans ces offres-là. Et donc, on a bien l'intention, Musée de Préhistoire, d'accueillir notre public au musée, in situ, mais de perdurer cette offre complémentaire. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. C'était parfait, merci beaucoup. Sans transition, de passer au petit temps de questions-réponses. Peut-être si vous voulez revenir dans le champ de la caméra, Jasmina. Je précise juste qu'on a une contrainte de temps qui est qu'on doit sortir à 19h50. Du coup, je suis désolé, ça reste. Voilà. Donc, je vais passer tout de suite aux questions, parce qu'effectivement, sinon, on sera enfermé dans la BNF, ce qui n'est pas très réjouissant, en fait. Même si on aime la BNF par ailleurs. Alors, première question pour Jasmina. Donc, dans le chat, l'étude prend-elle en compte les centres de sciences? Sinon, existe-t-il des études comparables pour les CCSTI? Alors, il n'y a pas une étude déployée, on va dire, sur les CCSTI, mais dans mon souvenir, il y a eu des relais, évidemment, sur des sites Internet. Alors, peut-être pas Universcience, mais peut-être le Muséum d'histoire naturelle, donc, où les publics ont été interrogés également. Mais je n'en suis plus sûre là maintenant. C'est quelque chose que je pourrais essayer de regarder, quelles données on pourrait avoir finalement sur cette sur cette catégorie de musées. Alors, merci beaucoup. Question pour Yann. J'essaie de faire une question pour tout le monde. Question à nouveau dans le chat. Comment envisagez-vous à l'avenir d'intégrer le dispositif numérique dans l'offre scolaire en temps normal, c'est-à-dire hors Covid? Je précise si ce temps existera un jour, je ne sais pas. Et la personne dans le chat, donc, qui s'appelle Esra, nous dit peut-être sous la forme de visite scolaire hybride. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. C'est la visite guidée à distance ou l'exposition en ligne? Parce que l'exposition en ligne, on l'utilise déjà effectivement dans le cadre de visites in situ, donc on pourrait parler de visites hybrides. Par exemple, cette exposition temporaire sur les Cénons, le peuple gaulois fait partie du programme de CM1. Donc on a des enseignants qui ont des demandes sur cette période-là, et on n'a pas forcément énormément de choses dans le musée à ce sujet. Donc effectivement, on peut s'appuyer sur ces expositions en ligne, y compris dans le musée. Après, la visite guidée à distance, dans le musée, ça n'a quand même pas vraiment de sens. Donc c'est plutôt à ce moment-là un outil complémentaire à un projet pédagogique. Oui, je pense que par dispositif numérique, la personne entendrait vraiment l'exposition en ligne, effectivement. Une question pour Marie-Laure. Est-ce que les univers culturels que tu as modélisés et présentés tout à l'heure par l'approche quantitative se retrouvent également dans les entretiens que tu as pu mener avec les différents types d'enquêtés? Alors, je n'ai pas pu rencontrer tout le monde et non, justement, c'est pour ça que je continue, qu'il y a une troisième phase justement en ligne, puisque j'ai beaucoup rencontré quand même d'adeptes de musées des beaux-arts, de peinture, de sculpture, et plutôt des éclectiques numériques et cultivés. Voilà. Donc, donc c'est en cours pour l'instant. J'ai pas quelques-uns, mais pas assez en tout cas pour généraliser, avoir des résultats globaux. Merci beaucoup. J'enchaîne, je fais vraiment à toute vitesse. On a une question budgétaire, en fait, qui nous est demandée par Léo. Il faut compter environ combien de budget pour virtualiser une exposition avec Matterport? Alors, Matterport est une solution qui est extrêmement peu coûteuse parce qu'elle est industrielle.
Pour vous donner un ordre d'idée, on peut numériser une exposition pour 1 000 €, 1 500 €. Après, tout dépend de ce qu'on ajoute en contenu enrichi, hein, en termes de vidéos, de photos de définition. Voilà. Mais c'est très, très peu cher. Et après, les visites à distance sont des outils de visioconférence. Donc, c'est pareil, c'est très, très accessible. Après, si vous voulez monter en gamme de qualité de numérisation, bah, ça va être d'autres budgets. Merci. Question pour Jasmina, mais je pense également pour Marie-Laure et je regarde Irène aussi de la BNF, mais elle ne veut pas répondre. C'est ma question pour le coup, parce que j'ai également mené une enquête en ligne avec le Palais des Beaux-Arts de Lille sur les pratiques photos des visiteurs, où j'ai eu exactement le même camembert de répondants-répondantes, c'est-à-dire 3 quarts de femmes, 1 quart d'hommes. Donc, je me suis posé cette question, donc je vous la pose. Quelle est l'influence du mode de passation des questionnaires en ligne sur le genre des répondants et des répondantes? Eh bien, après, on peut aussi se demander quelle était l'influence des conditions de confinement et du temps libre peut-être que pouvaient avoir certaines femmes. Or, ça serait plutôt intuitivement l'inverse, puisqu'elles avaient à la fois la gestion des espaces domestiques, ou alors on peut faire l'hypothèse que, étant avec leur conjoint, ils les aidaient plus et leur dégageaient plus de temps. Là, je ne saurais pas exactement trancher sur cette question. C'est quelque chose qui pourrait s'étudier à part entière, en fait, hein, les raisons pour lesquelles, en fait, plus de femmes ont répondu. Mais comme nous, on n'est pas représentatif de quoi que ce soit, finalement, c'est difficile de voir quels sont les biais induits finalement par notre mode de passation d'enquête. Donc, j'aurais du mal à répondre à cette question, mais c'est en tout cas quelque chose qu'il faudrait investiguer davantage. Est-ce que les pratiques en ligne sont aussi plus investies par les femmes que par les hommes, et est-ce que c'est réellement dans les mêmes proportions que ce qu'on peut voir dans les musées? C'est, je pense, en tout cas, une enquête qu'on pourrait… Mais Irène dit non. Non, mais je ne sais pas si j'ai le droit de répondre. Oui, bien sûr. Ouais. Non, en fait, moi, l'expérience que j'ai, c'est qu'il y a un rôle de comment on envoie le questionnaire qui est extrêmement important. Je pense que quand on fait une enquête sur de la technique Algopol et qu'on le diffuse par les médias nationaux, sur de la technique, on a 75% de répondants hommes. Quand Pierre Lafay fait son enquête sur le confinement et qui passe par la PQR, il a une surreprésentation de femmes. Ouais. Et donc, je ne sais pas, je pense il y a peut-être un rôle du dispositif numérique sur qui clique et qui joue à répondre aux questions, et à être bon élève aussi sur on répond à un questionnaire. Mais je pense que l'étape d'avant, qui est par où nous parvient l'information, est hyper déterminante. Voilà, ma pierre à l'édifice, du coup, je fais aussi avec Irène une enquête sur les pratiques numériques culturelles, et ayant quand même pas mal de réponses, j'ai 85% de femmes, mais étant passée par un biais énorme, qui est que ce sont les créateurs de contenu qui ont diffusé l'enquête par Instagram. Instagram étant déjà surféminisé. Donc la pratique culturelle musicale étant féminine, Instagram étant féminin, et ce sont des comptes qui sont plutôt gérés par des femmes et ayant une population plutôt féminine. Donc là, on a toutes les cartes, et a priori, c'est plutôt les femmes qui commencent à répondre aux questionnaires. Donc voilà, on perce tous les biais. On introduit tous les biais possibles. Il y a des différences de réponse importantes. Est-ce que c'est… Ouais. Et dernière question pour Yann, également posée dans le chat. La numérisation, alors j'essaie de retraduire, je pense, de l'ensemble des œuvres du musée est-elle un objectif à terme pour vous via… Alors du coup, il donnait l'exemple de Matterport, mais via aussi, j'ajoute du coup d'autres solutions techniques. Oui, alors l'objectif, c'est effectivement de numériser déjà les expositions temporaires, de les garder en mémoire, de les offrir à notre public sur la durée. Et c'est vrai qu'on a débattu, est-ce qu'il faut numériser l'ensemble du musée ou pas. On ne l'avait pas fait sur la numérisation actuelle, parce que c'était en fait un projet pédagogique qui était lié au parcours de visite des enseignants. A priori, sur la prochaine numérisation, qui ne sera pas faite avec Matterport, on devrait le faire. Nous, on n'a pas tellement la question de savoir est-ce que ça va spolier un peu notre musée. Pour nous, c'est une façon d'être connu. Sur le musée de préhistoire, il a très peu de communication. Enfin, la communication est quand même relativement faible. Donc, offrir l'accès libre et gratuit à la numérisation de nos espaces, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, tout au moins, ce n'est pas un problème.
plutôt un objectif. Très bien, merci beaucoup Yann. Merci aussi à Marie-Laure Bernon et Jasmina Stevanovic pour leur présentation et réponses respectives. Et donc à très vite pour de nouvelles rencontres muséo organisées par l'association Métis et ses partenaires. Voilà, bonne soirée à toutes.